L'extrait qui va suivre peut heurter votre sensibilité. Aujourd'hui, nous allons parler de relations toxiques avec un pervers narcissique, d'agression physique et de la reconstruction qui s'ensuit. Je vous encourage vivement à écouter cet épisode dans de bonnes conditions. Prenez soin de vous pendant l'écoute. Et là, explosion de colère. Et là, en fait, je découvre une personne en face de moi qui m'insulte en fait de tous les noms en me disant que je n'ai fait que de profiter de son argent, de sa gentillesse. Je le vois crier, mais je l'entends pas. Enfin, c'est très bizarre, mais j'entends quand même ce qu'il dit, tous les reproches. En gros, je suis un enfant à qui on donne en fait de l'argent de poche de temps en temps. Et là, en fait, je le vois m'insulter. Tout sort dans tous les sens. Je ne disais rien, jusqu'au point, en fait, je ne peux plus. Je tourne les talons avec un très amical fuck you. Je me rends dans la salle de bain, en fait. Et là, en fait, je le vois arriver à pleine vitesse. Et il m'attrape par les cheveux et par la nuque, en fait. Il me secoue dans tous les sens en me disant « Tu vas dégager de là ». Mais en fait, ce qui m'est passé par la tête, c'est que je me suis dit « Si je lui donne un coup de coude pour me défendre, ça va escalader. On ne sait pas ce qui va se passer. Je vais finir en prison ici toute seule. » Alors qu'elle finit ses études dans le management du sport en France, Cécile rencontre quelques difficultés à décrocher son premier emploi. Trop de diplômes, pas assez d'expérience. Elle décide alors de devenir fille au pair pendant 1 an aux États-Unis afin de compléter ses expériences justement. Et là, lors d'un retour de vacances, elle y rencontre celui qu'elle pense être l'homme de sa vie. Une rencontre digne d'une comédie romantique. De son propre aveu, les amoureux se marient et s'installent sous le soleil de Floride. Jusqu'au jour où rien ne va plus. Alors il faut partir, et vite. Aujourd'hui, nous allons parler de relations toxiques avec un pervers narcissique, de la reconstruction qui s'ensuit et de cartes vertes liées au mariage en plein divorce. Je sais que ces sujets peuvent être plus sensibles pour certains et certaines d'entre vous, alors s'il vous plaît, prenez soin de vous pendant l'écoute. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Je suis très fière de venir du nord de la France. Je suis une supportrice lensoise. Peu importe où je vais, je me considère comme bostonienne depuis que je suis arrivée à Boston. Quand j'étais en France, j'ai pas mal bougé en fait. Donc, je viens du nord de la France. J'avais étudié à Douai, à l'université d'Artois. J'avais étudié une licence de droit et puis je suis partie en fait après dans la Drôme. À Valence, où j'ai mes cousines qui vivent, donc je voulais un peu me rapprocher d'elles et puis étudier un peu plus économie et business. Et puis j'aime bien changer, donc après je suis partie à Rennes, en Bretagne, pour un master en management du sport, en fait, et retour dans la Drôme, tout ça. Et voilà, donc en fait, quand j'ai eu mon master, je cherchais un travail, en fait, et c'est tout simplement toujours la même histoire qu'on connaît un peu tous, trop de diplômes, pas assez d'expérience, ce genre de choses. J'ai eu mon diplôme en juin 2013 et je me suis dit, si en janvier j'ai toujours rien de concret, en fait, je partirai. Elle partira. Et c'est finalement exactement ce que Cécile a fait. Elle se dit qu'une expérience à l'étranger devrait permettre de débloquer sa recherche d'emploi. Et si cela tombe un peu comme un cheveu sur la soupe pour sa famille et ses proches qui restent quelque peu dubitatifs, Cécile s'envole bel et bien pour Boston quelques mois plus tard. Une fois sur place, dans le quartier cossu de Chestnut Hill, Cécile vit sa meilleure vie. Elle est épanouie, elle découvre, elle apprend, elle ne regrette absolument pas sa décision. Et après quelques mois sur place, Cécile part en vacances en Floride avec d'autres au pairs des États-Unis et on la retrouve sur le chemin du retour. Sur le retour de Miami, en fait, à l'aéroport, en ratant mon avion, genre mon premier voyage toute seule en avion. Mais en fait, déjà, j'étais tellement fatiguée que dans l'avion, quand je m'installe, moi, je m'endors direct.
Tellement j'avais fait la fête à Miami, etc. Fatiguée, je m'endors. Je rouvre les yeux, et je me dis, mais on est où en fait? On est parti. Et la voisine me dit, ouais, on a dû atterrir à Orlando. Parce que, donc déjà, on est parti en retard, on a atterri à Orlando, et je me dis, mais pourquoi on a atterri à Orlando? Et en fait, ce jour-là, l'aéroport de Miami avait un problème, en fait, pour mettre le fuel dans les avions. Donc, tous les avions étaient en retard. Et ils se sont dit, on fait partir des avions, et les avions atterriront à Orlando, qui, eux, n'ont pas de problème. Donc, en fait, ils faisaient partir les avions, les faire atterrir à Tampa, Orlando, etc. Et donc, on arrive à Détroit. Parce que Miami, Détroit, Boston, c'est tellement plus simple pour rentrer. Parce que là aussi, j'étais très novice en fait dans le choix de mes avions. J'ai vu un billet d'avion, je dis je le prends. J'ai vite appris. Je voyageais sur Delta et on était arrivé bien en retard. Mon avion était parti et je ne savais absolument pas comment ça se passait. Donc c'est-à-dire que je sors de l'avion, on me donne un billet, un autre. Et je regarde ça et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je fais maintenant? Avec mon anglais qui était encore très francisé, n'est-ce pas? Et en fait, tout le monde part dans des directions un peu opposées. Tout le monde récupère leur sac, etc. et s'en vont. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai dépensé le peu d'argent que j'avais à Miami. J'avais pas du tout envie de dormir à l'aéroport. Mon avion était, donc il était 20h30. Mon avion était le lendemain à 8h du matin. Ok, tout était fermé. Et en fait, je vois un type assis sur un banc qui avait l'air sympa au téléphone. Et du coup, je me dis, je vais aller demander, quoi. Parce que, à un moment, tu vas pas rester... je me dis, Cécile, tu vas pas rester comme ça à l'aéroport toute la nuit. Et en fait, j'entends qu'il parle en espagnol. Je dis, voilà, c'est bien ma veine. Je ne parle absolument pas espagnol. Donc, en fait, quand il raccroche, j'y vais. Je demande s'il parle anglais. Il me répond oui. Donc, j'essaye d'expliquer que je comprends rien. Je sais absolument pas ce que je suis censée faire. Et du coup, il m'explique, comme si j'avais 5 ans, que ça, c'est mon billet d'avion pour le lendemain. Et ça, c'est... mon voucher à l'aéroport pour la nuit d'hôtel. Et puis, c'est un bon pour la nuit d'hôtel et pour un petit déjeuner, en fait. Donc, je m'assois, puis je dis, c'est cool. Je vais rester là. Et puis, on fait connaissance parce que lui aussi, en fait, il avait raté son avion, donc il essayait de chercher une solution et il avait pas forcément une bonne... il était sur son téléphone, moi, j'avais ma tablette. Donc, en fait, on commence à chercher, en fait, un hôtel qui est aux alentours, pas trop cher, etc. Lui, il habitait à Miami. Et il allait à Washington. Et moi, en fait, je partais de Miami et j'allais à Boston. Donc, en fait, notre connexion on était dans le même avion, en fait, de Miami à Détroit. Et après, on partait chacun sur nos destinations. Je trouve un hôtel. Moi, j'avais pas du tout l'intention d'aller à l'hôtel. Parce qu'il faut expliquer que je voulais pas utiliser du tout mon argent de France. Donc, je vivais avec juste ce que j'avais en étant au pair, ce qui est moins de $200 par semaine. Donc, les voyages, etc., les hôtels se faisaient le moins cher possible et dans des auberges internationales. Donc, forcément, en étant à Miami, en faisant la fête un peu tous les jours et en me retrouver maintenant à payer une chambre d'hôtel, c'était pas vraiment dans mes plans, n'est-ce pas? Donc, moi, en fait, je m'étais faite à l'idée de rester à l'aéroport. Donc, Richard, son prénom, me dit, viens, on y va. Et je lui dis, mais... non, moi, je vais nulle part. Il me dit, mais tu vas quand même pas rester la nuit à l'aéroport, en fait. Et je dis, si, en fait, je t'ai rien demandé. Donc, depuis tout à l'heure, on cherche une chambre d'hôtel. Mais moi, j'avais pas du tout l'intention d'aller à l'hôtel. Donc, en moi-même, je dis, moi, je reste là, je t'ai rien demandé. J'irai de l'autre côté. Il me dit, ouais, mais le terminal va fermer. Tu vas te retrouver de l'autre côté. Et je dis, ok. Il y a d'autres gens, non? Et je regarde autour. Non, il n'y avait personne, évidemment. Et là, en fait, il me dit, c'est Détroit quand même. Et moi, en fait, je connais pas. Et je me dis, ok. Après, j'ai appris qu'apparemment, c'était pas très safe dans cet endroit. Commence donc une discussion en disant, mais
dormir à l'aéroport, c'est pas fun. Je l'ai fait une fois, j'ai pas envie de le refaire. Et encore une fois, moi, je lui dis, mais je t'ai rien demandé, en fait, mec, tu vois. Je te demande pas de dormir à l'aéroport. Enfin, lâche-moi les baskets. Pars à ton hôtel, etc. Et au bout d'un moment, donc, on rigole, on discute, tout ça. Et il me dit, bon, allez, arrête. Enfin, si c'est une question d'argent, je te paye ta chambre d'hôtel. Mais franchement, je me vois vraiment pas te laisser à l'aéroport. Ça fait maintenant, voilà, 1h30, 2 heures qu'on parle ensemble, etc. Enfin, ça se fait pas, quoi. Je vais pas te laisser à l'aéroport. Et en fait, je sais pas pourquoi, moi-même, je me dis, il va rien se passer de mal, en fait. Du coup, je le suis. Jusqu'à un moment où je me dis, mais... On va où? Ouais, non, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Ouais. Et là, je me dis, t'es pas un serial killer, en vrai? Et il me dit, non. Et je dis, ouais, en même temps, enfin, si tu l'étais, tu m'aurais dit non aussi, hein. Voilà. Et en fait, c'était très bizarre. Et on se serait cru dans une rom-com, en fait. C'est-à-dire que cette impression de connaître la personne, de rigoler, voilà, qu'il n'y avait aucune gêne, aucun silence gênant, etc. Et en fait, on a fait que rigoler. Je me sentais hyper à l'aise. Il se sentait à l'aise aussi. Et quand on débarque à l'hôtel, il prend une chambre, 2 lits. Et là, je me dis, oh là là, quelle galère. T'avais dit que tu paierais la chambre, mec. Voilà. Voilà. Et je me suis dit, ok, top, super. Et en fait, on a discuté toute la nuit, comme 2 amis, ouais, avec musique en fond. Alors, on a été manger, je lui ai quand même... ça aussi, la grosse blague. On a trouvé le seul McDo ouvert aux alentours. Donc, voilà, on n'avait pas de voiture, on était à pied, n'est-ce pas? Donc, le seul McDo ouvert. Et donc, j'arrive au drive à pied. Et ils me disent, je peux pas vous servir. Je dis, mais vous êtes fermé. Là, vous êtes ouvert. Je me dis, mais vous avez pas de voiture, je peux pas vous servir. Donc, du coup, moi, énervée, parce que franchement, j'étais au bout à ce point-là. Voilà, j'étais fatiguée, j'avais faim. J'étais au bout de ma vie avec un inconnu. Et je pouvais même pas lui payer un burger, quoi. Donc au final, moi qui commence en vraie française, qui commence à me dire mais c'est impossible, on peut même pas se payer des frites, etc. Et ouais, mais bon, c'est question d'assurance, on peut pas servir un piéton au drive, donc ça j'ai appris quand même quelque chose. Au final, on trouve un autre fast-food, on s'installe, etc. Je demande de la mayonnaise et on me regarde avec des grands yeux. Ils prennent pas de mayo avec les frites ici. Voilà, j'ai du ketchup. Je dis, mais je veux pas de ketchup, je veux de la mayo. Et voilà, c'était tous ces petits trucs rigolos, en fait. Et en fait, on a passé la nuit à discuter, en fait, avec de la musique, etc. Et jusqu'à ce que je m'endorme 1 heure avant que l'hôtel nous téléphone dans la chambre pour nous réveiller, pour courir prendre l'avion, quoi. Et en fait, donc, à l'aéroport de Détroit, c'est le terminal, c'est genre un énorme... c'est une grande ligne. Ouais, il est très long. Il est hyper long. Le truc, il doit faire 3 km de long, quand même. Et en fait, on arrive au milieu. Il y en a un qui doit partir à gauche, voilà, à droite. Exactement. Comme dans les films. Mais, voilà, un vrai film. Non, mais je te jure, c'est un vrai film. Et donc, moi, en fait, moi, je dis au revoir, quoi. Enfin... D'où le gars va m'accompagner à ma porte, quoi. Qui est complètement de l'autre côté, pour ensuite courir de l'autre côté, parce que lui, son avion était genre 1/4 d'heure après le mien, quoi. Et non, en fait, il prend ma valise et il vient avec moi, quoi. Et un vrai film, hein. Et ouais, donc en fait, il m'accompagne à la porte et tout, il reste avec moi, et genre, scénarisé de ouf. C'est-à-dire que je suis limite, faut imaginer en slow motion, etc. Je suis limite la dernière à monter dans l'avion, parce qu'en fait, je sais pas ce qui se passe à ce moment-là, on n'arrive pas à se dire au revoir. Et c'était un jour un truc, genre, on se regardait dans les yeux en silence et tout, trop bizarre. Ah oui. Ah ouais, non, mais trop bizarre. Et en fait, il me dit, ouais, on se reverra et tout. Mais moi, je dis, non, en fait, non, mais c'est pas que je voulais faire le romantisme. Mais non, mais en fait, moi, dans ma tête, je me disais, mais mec, c'était l'optimisme américain pour moi. Alors, il se passait un truc que je comprenais pas. Parce que franchement, j'étais attirée, il y avait une attraction, mais en même temps, je me dis, mais je vais pas retourner à Miami, parce que je l'ai fait, je suis pauvre dans ce pays.
Et deux, enfin, t'es un inconnu, en fait. Merci pour la nuit, mais voilà, quoi. Mais en même temps, je comprenais pas ce qui se passait réellement, parce que franchement, il y avait un truc de ouf qui était là. Et donc, en fait, on était devant la porte, et toute la porte d'embarquement, tout le monde était rentré. Genre, les hôtesses, elles me font un signe, elles me disent, t'es dans l'avion? Je lui fais, oui, oui. Elle me dit, bah, il faut peut-être y aller. Et là, en fait, on commence à se serrer dans les bras, etc., tu vois. Et en fait, ouais, c'était trop bizarre, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle est géniale. Il y a eu une connexion en fait, comme on a fait une nuit blanche, tout au long de la nuit. Et en fait, on n'arrivait pas à se dire au revoir. Donc, au bout d'un moment, un vrai film encore. Donc, c'est là, je te dis, le slow motion, etc. Donc, je me rends, genre, triste, en fait, soudainement. Donc, je donne mon billet, en fait, à l'hôtesse qui le valide. Je passe. Et là, en fait, je me retourne. Et il me fait signe, etc. Je pars dans le truc, dans le tunnel d'embarquement. Et en fait, je commence à pleurer. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me dis, mais c'est pas possible, je viens de rencontrer l'homme de ma vie. Et en fait, je pars dans cet avion qui m'emmène loin de l'homme de ma vie, entre guillemets. Et en fait, bon, les gens là-dedans me détestent parce que je suis la dernière à m'installer, ils attendent pour moi, etc. Et en fait, et je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et je m'assois, je fonds en larmes, je dis, mais je viens de rencontrer l'homme de ma vie. Un total inconnu. On a passé une nuit comme si, en fait, on était des vieux potes qui venaient de qui se retrouvaient. Pas un moment de silence gênant, on n'a fait que rigoler. Et ouais, je me disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Et là, je rentre à Boston, m'occuper des enfants, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'était fin août. Et donc on se parlait un petit peu, etc. Et en fait, en octobre, il me raconte... alors, je savais il m'avait dit qu'il était célibataire quand on s'était rencontrés. Et en octobre, il me dit qu'en fait, il va réessayer avec son ex, avec qui il venait quand on s'est rencontrés, ça faisait un mois qu'ils s'étaient séparés. On s'écrit moins, etc. Et par contre, je le revois à Miami en mars. Alors, j'avais bien dit, je ne retournerai pas à Miami, n'est-ce pas? Les vacances de février, donc ma famille d'accueil part en vacances et moi je me dis, c'est l'occasion de voyager, donc je vais aller au Texas. Donc je pars au Texas et ma copine Marina en fait voulait aller à la mer, au soleil, donc elle se dit elle va aller à Miami. Donc elle a créé son groupe d'au pair et se rend à Miami et elle insistait pour que je vienne. Moi je lui dis, j'ai déjà été à Miami, je n'y retournerai pas. Ouais, mais imagine, tu revois Richard, etc. Et en fait, je me suis dit, ouais, en fait, sur la route du retour du Texas, je peux passer, une journée, une nuit à Miami, quoi. C'est vrai que Texas-Boston, on part à Miami sur la route, vachement. Bah oui. Donc du coup, en fait, je pars au Texas et au lieu de remonter direct, je pars en fait à Miami et je revois Richard. Et c'est le même feeling que quand on était à l'aéroport. Sauf que moi, dans ma tête, en fait, il était avec son ex et il n'a jamais mentionné son ex à ce moment-là. Mais il y avait toujours cette attraction, en fait, très surprenante et très forte, en fait. Donc, on a passé une soirée ensemble et le lendemain... Et en fait, moi, je repartais. Et du coup, il est venu pour le lunch, en fait, et il m'a conduit à l'aéroport. Et pareil, en fait. Alors là, vous aimez bien vous dire au revoir à l'aéroport. Voilà, exactement. Bon, là, on refait pas tout le cirque, on n'arrive pas devant le truc, etc. Mais parce que on est sur le dépose minute à Fort Lauderdale, donc autant dire qu'il y a pas mal de gens, etc. Mais pareil, quoi. C'était la même alchimie, en fait. Très, très bizarre. Très bizarre. En fait, on s'est embrassés, on s'est dit au revoir. Et pareil, en fait, il me dit, on se reverra, etc. Et en fait, moi, j'y croyais pas, parce que comment
parce que clairement, j'allais certainement pas revenir à Miami, n'est-ce pas? Parce que ça a marché la première fois, hein. Mais je me disais, mais pourquoi on se reverrait en fait? Et mais toujours avec cette incompréhension, avec les sentiments, les émotions que j'avais en moi en fait, parce que je me disais mais c'est quelque chose de fort, c'est la même émotion, la même magie entre guillemets que la première fois, mais il y a eu des mois de silence entre deux et voilà, clairement pourquoi il viendra à Boston quoi. Et ouais, donc je repars et c'est mon anniversaire. 3 jours après, il m'envoie un message pour me dire bon anniversaire, etc. Et après ça, silence radio. Mais silence radio donc là on est en mars 2015, et silence radio jusqu'au mois d'août sur Snapchat. Ouais, parce qu'à l'époque, je me sentais jeune, j'allais sur Snapchat. Et en fait, ouais, silence radio jusqu'au mois d'août, où en fait... alors moi, c'était aux oubliettes depuis, hein, parce que bon... voilà, un moment en silence radio, sans explication, enfin ça va. Et donc en fait, on commence c'était fin août, on commence à discuter en fait. Alors au début, moi, je faisais très attention parce que je me dis bon, le gars a quand même disparu 2 fois, hein, voilà, faut pas pousser. Et en fait, on commence à discuter. Donc au début, ça passe par juste des commentaires de photos, puis on se demande comment ça va. Et puis un peu plus rapproché. Puis ça devient tous les jours. Et puis on s'appelle. Et puis tous les soirs on est sur Skype. Et on en vient à se dire faut qu'on se revoie en fait. Il me dit viens à Miami. Je dis non. Hein. Je l'ai déjà fait 3 fois. Enfin 2 fois. Je le fais pas une 3e fois. Ouais. Bon, et en fait je me suis retrouvée à Miami parce que forcément prendre une chambre d'hôtel à Boston pour un week-end de 4 jours, c'est quand même assez. C'est quand même voilà, c'est hyper cher. Et donc ouais, en fait on se voit en octobre. Et puis là c'était une évidence en fait. Alors je lui ai quand même dit mais ta copine elle va pas trouver ça bizarre que je vienne Et en fait le silence radio c'était parce que donc c'est là qu'il m'a expliqué que s'ils s'étaient séparés juste après fête mi-mars en fait, et il n'était pas du tout en fait prêt à quoi que ce soit en fait, et il voulait se concentrer sur lui-même pour se remettre, etc. Et même s'il avait en fait envie de me parler, il voulait pas en fait voilà, quand on a une rupture, on n'est pas des plus joyeux, etc. Et en fait il voulait pas entre guillemets m'infliger ça quoi. Donc il voulait être prêt à... En fait, il voulait se sentir prêt à... Voilà, tant mieux, parce que bon, c'est pas... Non, mais c'est vrai, c'est pas non plus très marrant de gérer des ruptures d'autres personnes. Donc c'est en fait, voilà, c'est comme ça qu'il est réapparu, en fait, entre guillemets, une 3e fois. Et que, en fait, quand on s'est vu en octobre, c'était une évidence, en fait. Ils vont se revoir, ils doivent se revoir. Sauf qu'à ce moment-là, Cécile, elle en est déjà à sa 2e famille, dans laquelle elle est jeune fille au pair, et quelques mois plus tard à peine, en février, son contrat et son visa vont se terminer. Donc moi j'avais le visa J1, donc qui est au pair, et qui te donne une période de grâce, comme on dit, de 30 jours pour voyager avant de repartir. Concrètement, mon dernier jour aux États-Unis, c'était le 27 mars. Donc moi j'avais déjà prévu des voyages, etc. Donc en fait commencent des allers-retours entre Boston et Miami. Et c'est là qu'il m'a dit ce serait, est-ce que tu penses que tu viendrais vivre ici? Alors moi la Floride. Mais j'ai dit que je voulais pas aller à Miami. Non mais de ouf. Moi la Floride. Alors moi qui adore l'automne, l'hiver, qui est folle amoureuse de la Nouvelle-Angleterre, me retrouver. Alors oui, j'aime bien Miami, mais en vacances. Jusqu'à ce moment-là, j'aimais bien, mais y vivre, je sais pas. Je ne parle pas un mot d'espagnol. Faut savoir qu'à Miami, c'est quand même une très grosse communauté espagnole, et
voilà. Alors, j'ai quand même appris sur le tas certains trucs, mais il y a des situations cocasses dans le Uber, dans les trucs comme ça. Où, oui, il faut savoir parler espagnol. Beaucoup d'emplois sont bilingues espagnol-anglais. À l'époque, je ne savais pas et je me suis dit, je vais déjà venir le mois de mars au lieu de voyager. Moi, mon but, c'était de rentrer en France. Et puis, on verrait, quoi. On avait évidemment regardé par quels moyens je pourrais rester, en fait. Et forcément, le mariage, c'était la solution. Moi, c'était pas forcément ce que je souhaitais tout de suite. Parce que je me voyais pas... je me voyais pas me marier avec quelqu'un aussi vite. Et je ne voulais certainement pas, en fait, me marier parce que c'était la solution pour rester. Mais des fois, on n'a pas le choix. Moi, je restais sur mon idée de... On avait parlé du mariage, j'étais pas opposée à l'idée, mais pas tout de suite. Et du coup, il me demande en mariage le 3 mars. Moi, je restais sur mon idée de je veux aller en France, je veux travailler, revenir avec de l'argent, en fait. Parce que comme j'avais dit, je voulais pas utiliser mon argent de France, j'étais juste avec un salaire d'au pair pendant 1 an et demi. J'avais mes petites économies, mais qui n'étaient rien, quoi. J'avais 1500 balles de dispo, entre guillemets, quoi. Ce qui, en tant qu'au pair, est très bien, parce que on n'a pas de loyer, on paye pas moi, je payais mon téléphone, mais on se paye pas à manger. Ce qu'on paye, c'est vraiment le superflu. Si je veux aller au restaurant, c'est moi qui le paye. Si je voyage, c'est moi qui le paye. Mais le reste de la vraie vie, entre guillemets, on le paye pas. Et moi, j'avais un peu peur de découvrir la vraie vie, en fait, aux États-Unis, en me disant, je vais rester, mais il y a que moi-même, quoi. Et je voulais pas, en fait, être dans une situation où je devais dépendre de quelqu'un. Parce que moi, visa arrivant à expiration, je pouvais pas travailler, pas tout de suite. Donc, c'était très important pour moi, à la base, de pouvoir rentrer en France. En plus, normalement, je devais participer à l'Euro de football qui avait lieu en France, qui, pour moi, était important parce que j'avais un master en management du sport et événementiel. Et donc, je me dis, après ça, normalement, après la participation à l'Euro plus mon aventure, normalement, je devrais pouvoir me trouver un emploi. Et à force de discussion, etc., en fait, il m'a convaincue. Et en fait, il m'expliquait qu'il avait quand même assez peur de la distance. Les prix d'avion, les prix des billets d'avion n'étant pas quand même Spirit Airlines entre Boston et Miami, n'est-ce pas ? Du coup, c'est vrai que il avait quand même peur de la distance. Il avait peur du décalage horaire. Parce que jusqu'à présent, on était sur la même time zone. Mais 6 heures de différence, c'est vrai que faut Alors moi, je disais, ça s'organise, en fait. Si on veut, on peut. En fait, je suis pas la première, je suis pas la dernière à être dans cette situation. Et au début, j'étais vraiment dans cette optique à pas tout de suite, à freiner. Et c'est lui qui m'a convaincue, en fait. Donc, mi-mars, un peu, peut-être une semaine après, en fait, après qu'il m'ait demandé, je lui ai dit que, je resterai. Et puis, on s'est mariés le 16 avec une copine au pair à Boston qui était en vacances, en fait, à Miami, donc qui était chez nous. Et puis, un ami à lui lui était originaire du Costa Rica. Et il a un ami, en fait, du Costa Rica, qui vit à Paris, qui était là pour des photos. Et du coup, on s'est mariés avec ma famille sur Skype. Ma mère qui avait organisé un petit apéro à la maison avec l'ordinateur, etc. Et puis, nos deux amis, en fait, comme témoins, quoi. Et au lieu de faire le visa fiancé de France comme moi, ou alors d'ici en revenant plus tard, comme je l'avais imaginé, on se lance, en fait, dans les papiers pour la green card, en fait, avec un ajustement de statut pour passer du visa. Donc moi, j'avais pas dépassé mon visa, etc. Mais du coup, on se lance dans la paperasse administrative et les longs combats. Parce que forcément, monsieur n'avait pas regardé tout ce qu'il fallait. Il faut savoir que quand on fait un dossier de demande de green card, donc il y a la personne qui fait la pétition, en fait, et l'applicant.
lui était la personne qui me sponsorisait en fait. Et il faut montrer à l'immigration un certain montant des impôts. À l'époque, c'était $21 000 pour un foyer de 2 personnes. Donc, techniquement, le sponsor et l'étranger, en fait. Enfin, la personne étrangère. Et puis, en fait, après, ça monte si on a des enfants, etc. Par souci de payer moins d'impôts, on va dire, le montant sur ses impôts, sur ses dernières fiches d'impôts, n'était pas celui qu'il fallait. C'était bien moindre. Donc, commence quand même, pas course contre la montre, je dirais, mais moi, j'étais pas vraiment dans l'idée de rester trop longtemps sans envoyer mon dossier. Donc, moi, je voulais quand même envoyer au plus vite. Et les impôts étaient en avril. Donc, mi-avril, on renvoie les impôts, etc. Donc, la stratégie, c'était d'attendre et de régulariser un peu la situation des impôts pour avoir le montant affiché. On envoie, je crois, au final en juin, je crois début juin, le temps de tout faire, d'avoir des papiers qu'il fallait de France, etc., de tout monter. Et on envoie ma demande de green card en juin. On a vite déchanté quand on a reçu un courrier en demandant en fait le fameux RFE, Request for Evidence, donc pour demander plus de preuves en fait. Et donc il demandait des preuves par rapport au montant. Ces fiches d'impôts des années d'avant n'étaient pas suffisantes. Donc, on se retrouve dans une situation où c'était un peu ce que je voulais éviter, mais où en fait le sponsor ne montre pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de l'autre personne. Et j'essaye de joindre des associations pour voir ce qu'on peut faire, comment on peut gérer la chose. Et tout le monde en fait m'explique plus ou moins que en fait là dans cette situation il faut un co-sponsor en fait. Ouais, c'est bien quand on connaît personne de trouver un co-sponsor. Ouais, quelqu'un de sa famille. Voilà, sachant que lui, sa famille en fait est au Costa Rica, que il est donc que sa mère était plus ou moins dans son 4e divorce et essayait de garder sa green card aussi en faisant des allers-retours entre le Costa Rica. Au final, on a trouvé, on a demandé à quelqu'un, j'ai demandé à quelqu'un de Boston que je connaissais, en assurant que jamais, de toute façon, je ne demanderais de l'argent et que s'il se passait quoi que ce soit, le but c'était juste de passer en fait ce palier administratif et jamais de demander quoi que ce soit. Parce que en plus moi j'avais de l'argent en France, de toute façon de base je suis française et si quelque chose se passait mal. Je retournerai entre guillemets chez moi quoi. Je ferai pas l'aumône pour avoir de l'argent. Donc les gens ont accepté et au final qu'on renvoie le dossier et là on attend et on attend. Donc on dépose le dossier en juin et je crois qu'en novembre j'ai eu ma carte parce que j'avais fait j'avais envoyé aussi le dossier pour avoir le permis de voyager et de travailler. Et en fait, ça a été approuvé juste avant les élections. J'ai eu mon papier pour ma carte de travail et ma carte de voyage, entre guillemets, approuvée en novembre, sauf que je ne la reçois pas. Et voilà. Et en fait, on appelle l'immigration, on explique, etc. Il me dit non, mais vous êtes dans les délais. Non, mais ça va arriver. Non, ceci, non, cela, jusqu'au jour où, lui, il s'énerve un peu. Et en fait, on a cette fois une dame qui est quand même un peu compréhensive et qui dit mais attendez, vous auriez dû... Là on est en mars quand même. Vous auriez dû la recevoir depuis longtemps. Je fais une demande et je le mets en urgence quoi parce que voilà. Et j'ai eu la green card, la carte verte en juin, donc 1 an. Sachant que moi j'étais arrivée en mars, n'est-ce pas? Donc de mars à mars, ça fait 1 an. Pendant une année pendant laquelle, légalement, je ne pouvais pas travailler et je ne pouvais pas voyager. Donc du coup, tu reçois finalement cette carte verte. La carte verte obtenue par le mariage, elle est plus courte. Elle est en validité, la première en tout cas. C'est quoi, c'est 2 ans ? C'est 2 ans. Et au bout de 2 ans, du coup, tu dois prouver que tu es toujours en fait dans le mariage et prouver en fait que ton statut n'a pas changé avant qu'on te donne en fait une carte verte de 10 ans. C'est ça. C'est ça ? Ouais, donc de juin 2019
on rebelote, on repart dans dossier, photo. Donc nous, on n'avait pas acheté de maison, on n'a pas acheté d'appart, on n'a pas acheté de maison, on n'a pas de bébé. Donc je mettais vraiment plein de photos, des témoignages d'amis, etc. Les contrats de location. Sachant que 2018-2019 n'avait pas non plus été une année, n'avait pas été des années très joyeuses dans notre couple, je n'étais pas sur le contrat de location de la part dans lequel on était. On avait fait le mariage en France en 2017, en septembre 2017. On va au Costa Rica pour Nouvel An en 2018. On revient du Costa Rica où ça s'était pas très très bien passé avec sa famille qui n'était pas très chaleureuse et bienveillante. Et donc on commence l'année 2018 grosse crise en fait où il veut divorcer en fait. Et donc quand arrive la période de renouveler en fait l'appartement, le contrat de location. Il veut plus vivre là et il ne me veut pas en fait sur le nouveau contrat de location. C'était quand même assez perturbant et je me retrouve en fait à devoir aller vivre chez une amie mais qui n'est pas là au tout début en fait quand on déménage. Donc je lui dis voilà j'ai pas d'endroit où aller pour l'instant donc il me dit écoute viens on fait le déménagement etc puis on avise après. Au final je suis pas partie. Moi, j'installais pas mes affaires au début. Comme en fait, j'avais pas de voiture, 2017-2018, je travaillais à Starbucks, qui était juste à côté de la maison. Comme on a déménagé, je pouvais plus aller au Starbucks, donc j'avais plus d'emploi. Et c'était en fait au moment où je transitionnais sur Miami Off-Road. Et du coup, j'étais un peu dans cette transition, donc je me dis, voilà, je vais l'aider à installer, etc. Et en fait, un jour, il me dit, mais t'as pas installé tes affaires? Comment ça, j'ai pas installé mes affaires? Tu veux pas que je vive là? Enfin, voilà. Et au final, en fait, je pense que c'était là le problème, c'est qu'on n'a jamais vraiment discuté. On n'a jamais eu vraiment une discussion approfondie, en fait. Et du coup, je me retrouve à m'installer, en fait, mais je suis pas sur le lease. Je suis pas sur le contrat de location. Donc, quand vient ce moment en juin 2019, moi-même, j'ai tout prévu, je suis prête à envoyer. Je fais même une petite blague en disant, bon, on est bon, pas de divorce, c'est bon, j'envoie. Et en rigolant, il me dit, non, vas-y, envoie. Et 3 semaines plus tard, très sérieusement, il me dit qu'il n'est pas heureux et qu'il veut divorcer. Ça va très vite en fait à ce moment-là dans ma tête. C'est-à-dire que c'était le 2e été en fait à travailler avec Miami et les visites en français. L'été était blindé. Il m'annonce ça de but en blanc, sachant qu'il n'y a pas de conversation. L'année d'avant, pendant 4-5 mois, on était presque des étrangers l'un pour l'autre, sans vraiment volonté de travailler sur notre couple. Moi j'avais lu des livres les 5 langages de l'amour par exemple, qui m'avaient quand même ouvert l'esprit. Et je m'étais beaucoup remise en question, etc. J'avais fait vraiment un travail sur moi-même pour me dire voilà. Il y a des choses à changer et un couple, c'est 2 personnes et fais le travail, quoi. Et là, en fait, voilà, on est en juin 2019, j'ai un été blindé avec Greg et Hello et je me dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas penser à ça, en fait. Il y a 3 semaines, tu me dis qu'on est bon, j'en blague, en fait, un peu avec sarcasme, etc., mais j'avais quand même un peu en moi cette peur et je me dis voilà s'il y a un moment si ça va pas c'est le moment d'en parler donc j'en blague mais c'était un peu une perche que je tendais un peu sérieusement donc tout le dossier est envoyé en étant mariée et là je me dis mais qu'est-ce que je fais? Je peux absolument pas chercher où vivre donc c'est hors de question que je pars. 2, je sais absolument pas comment ça va se passer mais je peux pas planter Hello et Greg du jour au lendemain donc je lui dis, écoute, je ne peux pas partir. Je m'étais fait une promesse à moi-même, en fait. Si ça arrivait encore une fois, c'est tout. Je ne me battrai plus parce que je m'étais battue en 2018. J'avais fait un vrai, voilà, comme je dis, j'avais fait un vrai travail sur moi-même que lui n'a pas souhaité faire. J'avais même souhaité payer des séances, voilà, de conseil conjugal, etc., qui m'ont été refusés en blanc comme ça, hein, parce que je ne vais pas payer pour écouter quelqu'un me dire ce que je sais déjà. Du coup, c'est vrai que je m'étais promis que si ça arrivait de nouveau, en fait, je me battrais pour moi, en fait. À ce moment-là, c'est tout. Et il y a eu un switch et je me suis dit, écoute, je ne peux pas partir de l'été.
c'est blindé. Je vais travailler, il y a des visites quasi tous les jours. Et en fait, j'avais passé ma licence de agent immobilier à Miami. Et donc, je faisais ça en fait en double activité. Et en septembre, après l'été, c'était prévu que je ne fasse que l'immobilier. Et du coup, tout était remis en question en fait. Parce que à la base, je pouvais pas. Les loyers à Miami sont très très chers. Et on arrive en fait en septembre, fin de l'été, fin de la saison avec les visites, etc. Et où, en fait, il me met dehors. On commence une discussion en fait où il me demande un peu où j'en suis, etc. Et moi, j'avais visité un appart qui pouvait éventuellement en colocation, qui pouvait être éventuellement disponible à la fin du mois. Et là, explosion de colère. Alors, on se rend pas compte, en fait, des choses, on se rend pas compte des gens et de leur pouvoir, en fait, sur notre état émotionnel. On s'en rend compte toujours après et on ouvre les yeux bien trop tard, toujours. Et là, en fait, je découvre une personne en face de moi qui m'insulte, en fait, de tous les noms en me disant que je n'ai fait que de profiter de son argent, de sa gentillesse. Alors, souvenez-vous quand même, 2016... que je voulais pas rester, que je voulais aller en France pour revenir avec de l'argent. Et en fait, dans ma tête, tout défile, quoi. Enfin, je le vois crier, mais je l'entends pas. Mais j'entends quand même ce qu'il... Enfin, c'est très bizarre, mais j'entends quand même ce qu'il dit, tous les reproches, comme quoi, en gros, comme quoi je profite de son argent, que je ne paye rien, que je ne paye pas le loyer, que je n'ai aucune responsabilité. Voilà, en gros, je suis un enfant à qui on donne, en fait, de l'argent de poche de temps en temps. Alors, moi, j'avais mon argent de toutes les visites que je faisais, les tips que j'avais. Je lançais en parallèle donc l'immobilier. Je payais quand même. Donc, c'est sûr, je ne payais pas l'appart. Je payais toutes les courses. Enfin, je faisais le ménage. Moi, selon moi, je contribuais en fait avec ce que je pouvais à mon niveau. Et là, en fait, je le vois m'insulter. Voilà, c'est grosse colère de sa part. Tout sort dans tous les sens. Alors, je ne disais rien, jusqu'au point, en fait, je ne peux plus. Je tourne les talons avec un très amical fuck you. Et je claque la porte, en fait. Et je me rends dans la chambre. Je me rends dans la salle de bain, en fait, attenante à la chambre. Et là, en fait, je le vois arriver, en fait, à pleine vitesse. Et il m'attrape par les cheveux et par la nuque, en fait. Il me secoue dans tous les sens. Il me jette sur le lit. Il se met au-dessus de moi, en fait. Et il me secoue en disant « Tu vas dégager, espèce de... » Enfin, voilà, je passe tous les détails, mais il m'insulte de tous les noms en me disant « Tu vas dégager de là, tu vas dégager, etc. » En fait, j'avais peur. Et je me suis dit... Mais en fait, ce qui m'est passé par la tête, c'est que je me suis dit « Si je lui donne un coup de coude pour me défendre, ça va escalader. » On ne sait pas ce qui va se passer, je vais finir en prison ici toute seule. Donc en fait, je me suis retrouvée en fait, comme une poupée de chiffon, en fait, qu'on balade d'un point à un autre, qu'on secoue. Et en fait, j'ouvre les yeux et je me retrouve en fait en pyjama dans le couloir de l'immeuble en fait. Et là, ça fait mal en fait. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai ma nuque, j'ai des marques toutes rouges. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je tambourine à la porte parce que forcément, je suis en pyjama, mais toutes mes affaires sont à l'intérieur. Enfin, un moment, voilà. Donc je tambourine à la porte. Je pense qu'il a rouvert parce que, il voulait pas que ça fasse de bruit. Voilà. Et donc en fait, je me rue dans la salle de bain, je ferme ma clé. Et en fait, pour moi, c'était hors de question que je reste 1 minute de plus. Et du coup, j'arrive à joindre une amie. Donc je suis en pleurs, je suis en panique, etc. Ouais, j'imagine. Et je dis est-ce que je peux venir? En état de choc. Même. Voilà, le choc de ce qui vient de se passer. Je prépare mes affaires, lui qui tape à la porte, qui me dit ouvre la porte, etc. Et je lui dis mais non. Et je dis pourquoi faire? Tu vas me taper. Et lui en fait normal. Enfin, ouais, il a rien fait de mal. Enfin voilà, limite rien ne s'est passé quoi. Limite c'est moi encore qui suis bête de pas vouloir ouvrir la porte, de paniquer, d'être en pleurs. Donc en fait je jette. Après une bonne heure à me calmer, je jette quand même mes affaires dans des valises et tout ce que je peux. Et en fait, il me
voilà, il me force à signer le dossier du divorce en fait. Et donc, en gros, voilà, on part en voiture à UPS pour faire voilà, signer devant témoin, etc. Et puis dans la voiture, il a quand même l'audace de me dire, du coup, tu vas où? Ouais, en fait, alors déjà, je pense pas que ce soit, tu vois, que ça te regarde en fait. Et donc il insiste, il me dit non, mais sérieusement, tu vas où? Je dis où tu veux que j'aille? Sous les ponts en fait. Ouais, enfin il me dit non, mais sérieux. Je dis ouais, où tu veux que j'aille? Donc en fait, au tout début, je voulais pas qu'il sache en fait, parce que j'avais peur. Et je lui ai quand même en fait dit chez qui j'allais. Faut savoir que voilà, avec le recul, je me rends compte de toutes les personnes desquelles il m'a coupé. Toutes les personnes que je rencontrais, il n'a jamais aimé une personne. C'était tous un peu, ils étaient tous un peu cons, un peu stupides. Ils voulaient tous. Il avait toujours ce problème de les gens abusent en fait, prennent avantage de moi. Voilà, j'ai eu la chance d'être entre guillemets accueillie chez Ingrid et Vincent, qui m'ont en gros hébergée jusque fin octobre, donc pendant 2 mois. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance qu'ils soient là pour moi, parce que concrètement, ouais, j'en étais, ouais, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc quand je lui dis où je vais, il me dit, tu veux que je te conduise? Non mais on nage dans quel délire, en fait? On nage dans quel délire? Donc sur le coup, je dis non, mais je vais prendre un Uber. Donc il insiste, et donc je dis bon, ok. Donc on descend. Donc je commence à descendre mes affaires. Donc 2 valises, des sacs Kaba Carrefour, ou des trucs dépassent un peu de partout, à la voiture. La voiture que de toute façon, je n'avais pas vraiment le droit de conduire puisque je ne participe pas aux frais, n'est-ce pas? Et en fait, il me dit ouais, mais en fait c'est peut-être mieux que tu prennes un Uber en fait. Encore une fois, je n'avais rien demandé. Tu insistes, mais tu me plantes encore une fois. Cool. Oui, parce que forcément, il aurait eu tu sais, les pervers narcissistes, en fait, ils pensent qu'à leur ego. Il aurait eu tu vois, on arrive chez Ingrid et Vincent, ils me déposent, il aurait eu qu'est-ce que les gens vont penser, en fait. Voilà. Donc, forcément, il me conduit pas. Donc, j'arrive, en fait, le gars du Uber se demande ce qui se passe. Moi, je suis en larmes depuis, ça fait 3 heures que je pleure ma vie. Heureusement, j'ai plus de traces de l'altercation physique qu'il y a eu. Mais voilà, j'arrive avec mes sacs, mes valises, etc. Et juste, voilà, je pleure, je pense, toute la nuit, en fait. Et je sais pas ce que je vais faire. Parce que forcément, le dossier est envoyé 3 mois avant. Je dois faire mes empreintes rapidement. Enfin, on en est déjà, voilà, il faut faire les empreintes, tout est lancé en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Comment ça se passe? Du coup, là, tu contactes un avocat? Pas tout de suite, en fait. Je me suis dit, en fait, entre-temps, j'ai trouvé un travail. Donc, je pars de Miami. J'arrive dans le Connecticut, où je travaille, en fait, pour le groupe Lego, au service client. Donc, fin octobre, en fait, je pars de Miami. Enfin, soulagée. En ayant quand même revu une fois Richard qui s'excuse. Et en fait, je lui dis que je lui dis que je lui pardonne, mais pas pour lui, en fait. C'était plus pour moi, mentalement, me dire, en fait, j'essayais de me convaincre que, ok, je lui pardonnais pour avancer, en fait. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis, ouais, je le fais pas, parce qu'il était surpris. Je lui dis, mais c'est pas pour toi, en fait, que je le fais, c'est pour moi, pour avancer. Et je m'en vais, en fait. Il me dit, tu vas où et tout? Je dis, ça te regarde pas. Donc, je pars, je ne vis plus à Miami à compter de la semaine prochaine. Et donc, j'arrive dans le Connecticut. Donc, pareil, avec 2 valises et le reste de mes affaires dans un storage unit. Enfin, bref, je loue un petit garage, là, comme ça, un mini truc pour mettre mes affaires. Parce que, de base, normalement, mon contrat au groupe Lego, c'était saisonnier. Donc, je vous revenais à Miami, en fait, normalement, en février-mars pour continuer agent immobilier, etc. Donc, j'avais laissé toutes mes affaires. Mais en fait, ouais, je suis pas revenue. Donc, je suis restée dans le Connecticut, au groupe Lego. Et le dossier, lui, continue en fait son chemin. Donc, j'informe l'immigration que j'ai déménagé.
Et je commence en fait à travailler parce que du coup, l'immigration, quand c'est comme ça, envoie une lettre, la notification, comme quoi on peut toujours continuer à travailler, on peut continuer à voyager, ce qui était important parce que du coup, j'allais pour Noël en France, première fois donc depuis 2013, vu que j'étais partie en 2014. En fait, j'attendais la notification du divorce en fait. Donc la grosse blague en fait dans l'histoire, c'est que il n'a pas envoyé le dossier pour le divorce tout de suite. Donc il me force à signer impérativement avant de partir, etc., avant de quitter l'appart, mais il l'envoie en octobre. Du coup, moi, je reste dans le Connecticut, je ne reviens pas à Miami. Et je crois, janvier 2020, je lui demande un peu où ça en est, en fait, parce que pas de nouvelles. Et il sait pas. Voilà. Pas inquiet, hein. Alors, il avait fait un service express, c'est-à-dire qu'en fait, il avait envoyé tout le dossier. Alors, il avait regardé sur Internet et il avait payé à peu près, je crois, $400 pour l'envoyer à la cour de Fort Myers et pour en fait faire un divorce pour lequel on n'avait pas besoin de se présenter parce qu'il y avait aucune séparation de biens et on était d'accord sur toute la séparation en fait. Un accord un peu forcé pour le coup, mais en gros, il n'y avait pas besoin d'être représenté lors d'aucune audience, etc. Et je crois qu'en fait, je reçois une lettre début janvier me demandant de me présenter à la cour, en fait, donc en Floride, moi qui suis de l'autre côté du pays, et je leur dis mais non en fait. Donc j'envoie un message et je lui dis mais tu te débrouilles parce que je ne viendrai pas à Fort Myers quoi. Et il me dit non mais c'est quoi ce délire, on n'est pas censé y aller, je sais pas ce que t'as fait, c'est toi, c'est voilà. Et au final qui a dû appeler à la cour et gérer le truc? C'est moi parce qu'évidemment lui travaille parce que moi je faisais du tennis hein. Donc je me débrouille etc. Au final effectivement on n'avait pas besoin de venir et puis quelques mois plus tard j'attends j'ai toujours pas de nouvelles donc je me débrouille en fait pour chercher un numéro de téléphone etc. Trouver l'assistant du juge qui s'était occupé de nous envoyer les papiers pour nous faire venir à l'audience et j'apprends qu'en fait on est divorcés depuis mi-janvier. Donc on est milieu 2020 peut-être et j'apprends qu'on est divorcés et je me demande pourquoi. La personne qui a envoyé le dossier n'a pas joint d'enveloppe donc on n'a pas envoyé de la décision finale officielle en fait. D'accord. Voilà, jusqu'au bout en fait. Donc j'étais bien divorcée, mais du coup l'histoire en fait avec l'immigration continue quoi. Donc le dossier donc j'avais fait mes empreintes, les empreintes digitales à Miami déjà, mais j'avais bien prévenu que j'avais déménagé et un jour je reçois du coup une lettre pour demander des preuves de ce qui se passait quoi en fait. Vous êtes dans le Connecticut, lui à Miami. Qu'est-ce qui se passe? On veut plus de preuves parce que vous avez pas envoyé toutes les preuves et là gros stress en fait. Et du coup rebelote. Je reçois une nouvelle lettre, donc le fameux RFE, n'est-ce pas, Request for More Evidence. Et là, en fait, ils se disent, là, c'était plus grave, en fait. C'était pas juste un montant sur les papiers des impôts, mais c'était, qu'est-ce qui se passe, en fait? T'es dans le Connecticut, il est à Miami, via, en fait, le groupe Lego qui a un très bon soutien, en fait, au niveau des employés. J'ai pu téléphoner, en fait, à une genre de hotline qui m'a mise en contact en fait avec un avocat spécialisé dans l'immigration qui est part de ce plan d'aide en fait aux employés, très sympa mais très direct. Un peu l'européenne quoi, il va pas te vendre du rêve s'il y a pas de rêve en fait. Donc on se rencontre une fois et il me dit ça va pas du tout en fait. Parce que ton dossier, il est fait en tant que femme mariée. Mais t'es divorcée. Faut qu'on change en fait. J'étais à un point où je ne savais pas si je devais rentrer en France et abandonner, si je devais... parce que je vivais en Airbnb,
pour un travail qui normalement durait 3 mois, mais au final, j'ai eu ce qu'on appelle un contrat permanent très rapidement. Donc ça, c'était quand même le point positif. Mais je me disais, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que c'est utile en fait de pousser autant pour quelque chose qui risque d'être tellement compliqué en fait que est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Est-ce que t'as envie de rester ici en fait ? Et l'avocat était très réaliste et m'a dit Cécile, écoute, tu ne seras pas déportée. Parce que moi, voilà, c'était ma crainte, en fait. Moi, je me dis, mais voilà, j'ai eu ma green card par mariage, ils vont penser que je mens, ils vont venir à mon travail, ils vont venir me chercher, et je vais être, on va me foutre dans un avion ou dans un centre d'immigration, et je fais quoi. Et en fait, c'est là que j'ai appris énormément de choses. De un, il faut que la décision soit prise par un juge d'immigration à la cour, en fait, pour qu'on soit déporté, pour que notre statut soit révoqué. Donc même si ma green card n'était pas approuvée, ça ne voulait pas dire alors légalement, je n'avais plus le statut, mais techniquement, personne ne pouvait venir me chercher et me mettre dans un avion direction la France, en fait. Il me dit, mais il y a des solutions pour ces situations-là. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es divorcé. Alors attention, je fais pas la propagande du mariage pour divorcer, pas du tout. Mais ce que l'immigration veut voir, c'est un mariage de bonne foi et un divorce qu'on n'a pas pu éviter. Parce que des divorces, c'est la vie en fait, malheureusement, et beaucoup ne le choisissent pas. Souvent, alors il y a quand même des divorces mutuels où les gens décident mutuellement de se séparer et tout se passe bien. Mais la plupart des divorces, c'est quand même une personne sur les deux qui prend la décision. Et l'avocat m'a bien expliqué que dans ces cas-là, surtout dans des cas d'immigration, ça met quand même la vie de l'autre personne en galère, en fait. Et ils sont quand même très au courant que ça arrive bien plus souvent qu'ils le veulent. Donc, en fait, le tout, c'était de réellement changer mon dossier et de montrer, en fait, que, ça n'avait pas pu être évité, et 2, que j'avais tout ce qu'il fallait pour subvenir à mes besoins parce que je devenais mon propre sponsor. Une fois que j'ai su ça, je respire, en fait. Donc, commence 2020, en fait. Et je me dis, il y a peut-être de l'espoir, en fait, pour cette année 2020. Nouvelle décennie. C'est parti! Boum, 2 mois plus tard, on est tous chez nous. Mais ouais, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que concrètement, il faut pas avoir peur d'aller voir un avocat. Il y a beaucoup de consultations gratuites pour 1 heure ou la première heure ou la première demi-heure. En fait, déjà, je ne savais pas qu'il fallait changer qu'il y avait un document pour me faire passer moi en tant que sponsor et l'enlever lui complètement du truc, en fait. Et du coup, en fait, je me dis, mais c'est possible, en fait. C'est possible. Et on monte forcément un dossier. Alors moi, j'ai une liste de choses, du coup, parce qu'un RFE, c'est 2 mois. Hein. Voilà, donc il faut vraiment tout renvoyer dans l'état et dans les temps, etc. Et je me dis, allez quoi, vas-y, c'est la bataille du moment. Parce qu'en fait, je me disais, tu l'as pas choisi, tu te bats pour toi, tu rentreras en France si tu le décides. Parce qu'en fait, je voulais pas rentrer en France parce que j'avais pas le choix. Toi, tu voulais pas rentrer par solution de repli, quoi. C'était un sentiment d'échec. Donc je me disais, tu vas tout faire pour pouvoir rester et tu décideras si tu veux rentrer en France ou pas. Et si tu rentres en France, ce sera toi qui le décides. On fait une liste de tout ce qu'il me faut. Il y a tellement de choses à chercher. Moi, j'avais pas tous les documents. Ce qui concernait l'assurance voiture, par exemple, ou tous des trucs bêtes, mais des papiers qu'on garde pas quand on part précipitamment de chez soi. Dans ces conditions, l'avocat aussi me dit, il va falloir que vous contactiez votre ex-mari et voir si il peut coopérer, s'il peut donner éventuellement son pas testament, mais son testimony, son témoignage par rapport à ce qui s'est passé, etc.
Et alors moi j'avais pris une photo en fait le jour juste après l'altercation, l'agression physique. En fait j'avais pris une photo où on montrait les traces sur ma nuque, tout ça. Et l'avocat me dit je pense pas qu'il faut la mettre parce qu'on voit pas le visage. Donc la photo, j'avais pris une photo de ma nuque, mais en gros plan en fait. Donc l'avocat voulait pas forcément la mettre et j'ai craqué en fait. Je dis non si on la met quoi. Il y a pas moyen, on la met. Et gros stress en fait de devoir contacter Richard en fait, de lui expliquer un peu la situation et à me dire s'il coopère, j'ai une chance, mais s'il coopère pas du tout, c'est moi et ma chance quoi, entre guillemets. Et il me dit écoute je veux bien faire une lettre. Je veux bien faire une lettre, quoi. Sauf que forcément, ça vient pas. Donc, je demande 3-4 fois par SMS. J'ai l'impression de me rabaisser encore plus bas que terre parce que c'est pas simple psychologiquement de devoir quémander, presque supplier en fait d'avoir les papiers après tout ce qui s'est passé. Et au final, il me dit écoute, j'ai pas le temps. Si tu as le temps d'écrire, je veux bien le lire et signer. Mais sinon, j'ai pas le temps. Et quelque part, tant mieux au final qu'il a pas le temps. Parce que moi, je l'ai écrite en fait. Donc, j'ai fait sa version très, très bien et très policée. Puis, j'ai écrit la mienne après derrière. Et donc, on a tout joint. Donc, il m'a signé donc la version que j'avais écrite selon lui, où il était un parfait mari, hein. Et puis derrière j'avais mon explication avec un peu mes galères et tout ce que j'avais dû faire pour me relever quoi. Donc l'avocat fin de l'année 2020 décide de tout mettre, de tout envoyer et il me dit faut pas se leurrer. Je sais que t'es très terre à terre, tu vas pas recevoir, que tu t'attends pas à recevoir ta green card, ta carte verte magiquement par la poste. Si tu veux, on se revoit pour préparer l'interview, l'entretien avec l'immigration et il y aura certainement des questions un peu plus poussées, etc. Ça va pas être simple, c'est jamais marrant, mais on peut préparer ça ensemble. Je dis ouais, y a pas de souci. Donc on attend en fait. Et après c'est cette attente interminable. Donc pendant les fêtes de 2020, ou pendant lesquelles personne ne pouvait vraiment voyager, mais entre-temps j'avais rencontré quelqu'un. Pas toujours facile d'expliquer, qu'il me va falloir du temps pour refaire confiance, beaucoup de patience de sa part au final, et puis surtout de dire que je sais pas si je peux rester en fait, parce que j'ai une green card, j'ai une carte verte, mais pour l'instant c'est en stand-by et il se peut que je doive partir, donc on se fréquentait, mais avec le recul maintenant je vois que on se fréquentait, on prenait ça sérieusement. Mais tout en allant très doucement dans le cas où, en tout cas de mon côté, mais dans le cas où tout était négatif en fait au final. Et puis un jour, donc je suis chez lui et je revenais chez moi en fait. Donc j'étais dans le Uber et tu sais comment à la poste tu peux recevoir un email tous les jours avec le courrier qui arrive, donc une photo de l'enveloppe. Et là en fait, je vois une enveloppe de l'immigration. Et ma première pensée, c'est oh non, qu'est-ce que c'est encore quoi. Et là, en fait, je commence à stresser, mais comme jamais quoi, comme jamais, une angoisse dans la voiture comme jamais. J'arrive chez moi, rien en fait. Et à cette heure, quand j'arrive chez moi, à l'heure à laquelle j'arrive chez moi, le facteur est déjà passé. Et là, en fait, je vois, il y a rien dans la boîte aux lettres. Et là, je tourne en rond, je fais les 100 pas dans ma maison, je peux plus. Et il va falloir attendre demain. Et donc le lendemain, j'ai ma mère au téléphone et on est en train de discuter. Et en fait, je vois le facteur qui arrive. Et là, je dis, ma mère me racontait je sais plus quoi, mais je la coupe complètement. Et je dis, maman, je laisse le téléphone. J'avais tellement peur. J'ai laissé le téléphone, en fait, dans ma chambre parce que je me suis dit, si c'est non, que je craque complet, je veux pas avoir ma mère, en fait, au téléphone, quoi. Je lui avais pas forcément dit ce que j'attendais en fait. Je lui ai dit il faut que je te laisse, le facteur arrive, c'est assez important, je reviens parce que je me suis dit s'il y a toujours pas la lettre, au moins je lui demande directement.
Et là, en fait, j'ai la lettre dans la main. Et je vois, en fait, c'est peut-être bête à dire, mais je vois un peu pas toute ma vie défiler, j'allais pas mourir non plus, mais je suis pas marseillaise, hein, les gars. Mais, mais en fait, t'as un stress et le cœur qui commence à battre, etc. Et là, en fait, j'ouvre l'enveloppe et j'ai la carte verte dans l'enveloppe, quoi. Mais là, j'en parle, j'en tremble encore, quoi. Mais j'y crois pas, en fait. Je me dis, mais c'est une blague, c'est quoi? Elle est valable, quoi, 3 mois? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'entre-temps, j'avais quand même dû aller chercher un tampon, pareil, supplier mon tampon dans le passeport, etc. Et en fait, je me préparais tellement mentalement à avoir encore plein de bâtons dans les roues, à devoir passer un entretien hyper poussé, etc. Les mots de l'avocat qui me dit... faut pas t'attendre. Je sais que tu t'attends pas à avoir la lettre qui apparaît comme ça dans ta boîte aux lettres. Eh ben si, en fait. Voilà. Et du coup, c'était ironiquement le 16 mars 2021. Ah ouais, donc mais vous avez tout fait en mars. Eh ben le 16 mars, voilà, le 16 mars, c'est laquelle? C'est ton anniversaire? Non, c'était la date à laquelle on s'est mariés. Ah là oui. Mais du coup, ouais, j'ai reçu la green card des 10 ans le jour en fait où on s'était mariés. C'est un nouvel anniversaire vachement plus positif à fêter. Ouais, alors j'y pense pas trop en fait, parce que en plus voilà la green card du coup a son nom, enfin il y a son nom dessus parce que quand j'avais envoyé le dossier, je prenais les 2 noms. Donc c'est vrai que je la regarde une fois de temps en temps quand je voyage en fait, et à chaque fois je me dis mais bon, est-ce que ça vaut est-ce qu'on a envie de refaire toutes des démarches pour changer un nom, etc. Non, j'attendrai. Donc maintenant, en fait, je peux demander la nationalité parce que du coup, en fait, on peut demander la nationalité après 3 ans quand on a eu la green card par mariage. Mais maintenant, comme moi, j'avais divorcé, c'était 5 ans. Depuis, en fait, depuis 2022, depuis juin 2022, je peux demander ma nationalité. T'as envie de le faire? Je sais pas. Pour l'instant, non. À voir. Clairement, c'est sûr que je le ferai si je suis encore là au renouvellement de la carte verte. Mais pour l'instant, je sais pas. Qu'est-ce qui te freine? Eh ben, est-ce que tu envisages ton futur ici je me vois ici, je vis avec mon compagnon, etc. On est très bien, tout ça, mais je sais pas en fait. Il y a un truc qui te bloque. Ouais, c'est officiel. Je me dis en fait. Voilà, la nationalité, c'est pas comme la carte verte en fait. C'est un pas supplémentaire et c'est à vie et je me sens pas prête en fait. Autant un visa, une carte verte, ça va, ça vient entre guillemets. Une nationalité, c'est quelque chose de très fort que je prends au sérieux et pour l'instant, je suis pas sûre d'être prête. Et j'ai toujours dit, je le ferai si j'ai des enfants avec un compagnon qui est américain. Donc Nick dans l'histoire actuellement, ou si politiquement c'est une catastrophe comme il y a quelques années et que toute voix compte entre guillemets. Donc là du coup en ce moment je me pose des questions. Peut-être que l'année prochaine, en rentrant de France, après l'été, l'année prochaine, peut-être que selon les tendances politiques, peut-être que je me sentirais un petit peu obligée de le faire pour le vote. Mais ouais, pour l'instant, personnellement, je me sens pas... c'est un truc que je prends hyper au sérieux et je suis pas encore à cette étape-là, en fait. Bon, aujourd'hui, tu as l'air plutôt heureuse et épanouie. Ouais. Super heureuse, super épanouie. Alors, ça a pris du temps. Il y a eu énormément de... Je suis pas sûre, en fait, d'être vraiment rétablie. En fait, il y a toujours un peu des trucs qui renvoient... c'est ce que je disais, en fait. On s'en rend pas tout de suite compte de tout ce qui s'est passé. Et c'est toujours, en fait, après des conversations avec des amis ou des... c'est bête à dire, mais par exemple, la série Made sur Netflix... qui parle des violences, voilà. Eh ben, j'étais pas prête. Et quand je l'ai vu, waouh, ça a chamboulé pas mal de choses. Et c'est là en fait c'est vraiment là que j'ai réalisé l'abus en fait émotionnel qu'il y avait eu en fait, me faire culpabiliser de tout, me couper de mes amis, et me faire sentir coupable en fait de beaucoup de choses. Et ouais, ça prend du temps, énormément de temps, et je veux pas dire que c'est passé, parce que voilà, il y a encore des choses qui
qui me renvoie un peu dans ma dark space, comme je dis. Mais Et tu t'es fait accompagner un peu ou... Alors j'ai essayé et puis j'ai contacté en fait. Donc quand il y a des sujets très importants sur Netflix, à la fin ils mettent toujours talk about it ou un truc comme ça. Des ressources. Voilà, des ressources. Et j'avais contacté une fois la ligne de soutien pour les violences domestiques. Et j'ai une adresse et j'ai pas encore vraiment sauté le pas à y aller. Je pense que je devrais le faire, aller dans un groupe de soutien, etc. Tout à l'heure, quand j'ai expliqué donc à Nick, mon compagnon, que j'allais faire ce podcast, il m'a dit écoute, ma question importante, c'est est-ce que c'est thérapeutique pour toi d'en parler? Et je pense que oui, en fait, parce que c'est très important de savoir qu'il y a des ressources disponibles. Moi, je savais pas du tout, en fait. J'ai pas du tout pensé à appeler la police. Je savais pas du tout, en fait, ce qu'il fallait faire. Et par exemple, c'est en regardant cette série sur Netflix, donc Made, que j'ai vu qu'il y avait autant de ressources. Mais c'est par exemple, voilà, il y a un numéro spécial qu'on peut appeler. Ils peuvent venir nous chercher à un coin de rue. Enfin, et en fait, je me dis, c'est hyper important s'il y a des gens dans cette situation de savoir que on n'est pas tout seul, en fait. Il y a énormément de ressources. Alors bon, moi, voilà, je dis toujours que c'était pas aussi grave que certaines personnes, évidemment, mais c'est bien de parler en fait de ces choses-là et de se dire il y a pas de graduation dans la violence. Il y a pas de graduation, il y a pas d'échelle du malheur entre guillemets, mais il faut en parler en fait. Et il y a un groupe sur Facebook justement qui aide en fait les nanas expatriées divorcées. Et j'ai eu beaucoup de soutien en fait moral. Alors j'ai pas énormément posté, etc. Mais c'est un groupe voilà qui aide en fait mentalement, psychologiquement dans les ressources. C'est comme ça en fait que j'ai pu voir comment faire en fait faire reconnaître mon divorce en France en fait, parce que c'est pareil, on sort d'une étape avec l'immigration, victoire américaine entre guillemets, mais derrière je suis quand même encore mariée en France. Là encore maintenant non, normalement non, à moins que ça prenne hyper longtemps, mais j'ai envoyé tout mon dossier en août. Alors oui, je suis quand même la reine de la procrastination, mais j'ai envoyé tout mon dossier en août 2022. Normalement ça devrait être bon, ça doit être retranscrit. Mais aujourd'hui, très heureuse avec la personne que j'ai rencontrée. Ouais, très, très heureuse de voir que y a quand même des gens sur Terre qui sont à l'écoute, qui communiquent, qui sont compréhensifs. Et en fait, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, d'où il sort, lui, en fait? Où est-ce qu'il était pendant tout ce temps, quoi? De quelle planète il vient? Et maintenant, c'est un bonheur quotidien, quoi. Donc, ouais, je suis contente pour toi. Et c'est impressionnant parce que du coup de foudre, c'est hyper difficile, c'est hyper violent, psychologiquement, physiquement aussi. T'aurais pu te dire, les US, c'est bon quoi, là j'ai besoin de rentrer. Ça t'a pas du tout traversé l'esprit? Tu t'es toujours dit, je reste aux US? En fait, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que déjà, mes parents ne savaient pas, ma famille ne savait pas, à part ma cousine, personne ne savait en fait. Ils savaient que j'étais partie. Parce qu'un jour, j'ai dit à ma sœur, je vis plus chez moi, en fait, je suis partie. Et quand elle m'a demandé pourquoi, j'ai dit, parce que je peux plus. Mais personne ne le savait. Je pense que ma mère, je lui ai dit quand elle est venue me voir cette année en mai, on en parlait. Mais pour moi, en fait, j'ai même dû couper les ponts, en fait, un petit peu avec ma famille, parce qu'ils comprenaient pas, en fait. Je viens d'une famille catholique. Voilà, le mariage, c'est quelque chose c'est sacré, en fait. On s'est mariés à l'église en France. Pour moi, ça avait une valeur particulière. Et pour moi, en fait, on ne divorce pas à la première difficulté. C'était aussi une question de survie à ce moment-là. Voilà. Et en fait, ils n'ont pas compris. Et moi, c'est pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc, ça a été... en fait, c'était encore plus difficile à gérer parce que je pouvais pas leur expliquer ce qui se passait réellement. On me questionnait, on me demandait de me justifier pour quelque chose que je n'avais pas maîtrisé. Donc en fait, je ne voulais, d'un côté, en fait, j'avais besoin de soutien que je n'avais pas, et rentrer en France, en fait, c'était un sentiment d'échec pour moi. Et je voulais vraiment rentrer en France si je le décidais, si c'était moi qui disais c'est tout.
Et en fait, tant que j'étais pas dans cette situation à me dire t'as réussi seule, maintenant tu peux rentrer, ben en fait je ne rentrerai pas. Alors j'ai eu de la chance d'avoir une amie qui travaillait donc au groupe Lego, une amie française que j'avais rencontrée quand on était fille au pair. Marine. Marine, exactement. Elle est passée dans le podcast en 2020. Marine, du coup, je dis toujours en plaisantant, mais tout ça c'est grâce à toi, Marine. Mais du coup, c'est Marine en fait qui, un matin, c'est la première chose que je vois sur mon téléphone, alors que je me posais la question, est-ce que je dois rentrer, est-ce que je reste. Première chose que je vois, c'est Marine en fait qui m'avait envoyé un message en disant, on cherche toujours quelqu'un en français en fait au service client. Tu devrais postuler. Et en fait, c'est grâce à Marine que j'ai postulé. Et grâce à Marine, entre guillemets, que je me suis relevée. Et du coup, maintenant, j'ai pas envie de partir, en fait. On verra la prochaine opportunité. Mais c'est vrai que j'avais vraiment cet état d'esprit à me dire, je pars que si je le décide. J'avais vécu tellement de galères depuis 2016 que je me dis, non, c'est impossible. Je ne pars pas. C'est moi qui décide, l'immigration, ce pays compliqué et ce pays de fous, c'est moi qui décide si je pars. C'est pas l'immigration qui va me dire tu dois partir, etc. Et ou ma situation personnelle, financière, etc. Et du coup, c'est vrai que je me suis battue en fait. Mais bon, quand on est par terre, il y a pas d'autre, on peut pas aller plus bas. Hein. Donc, on peut toujours que se relever. Donc, voilà. Donc là, je suis à un moment dans ma vie où si je veux, je pourrais rentrer. Mais bon, j'ai rencontré quelqu'un et je suis très bien avec cette personne. Et puis, t'es bien, quoi. Voilà. Donc, j'ai pas forcément envie de rentrer maintenant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Cécile, je t'adresse un grand merci pour ton témoignage et un grand bravo pour ta détermination, ta bonne humeur et pour où tu en es aujourd'hui. Si vous êtes en détresse vous-même de votre côté, ne restez pas seul. Il y a des ressources qui existent, je vous en mets quelques-unes dans les notes de la description de cet épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous aura été utile. Tradition oblige, je vous propose d'écouter un petit extrait de ce qui nous attend la semaine prochaine. J'ai appris qu'en fait, on se connaissait jamais vraiment. Jamais dans ma vie, je pensais qu'un jour j'allais dire « Ah là, on est en voyage dans un endroit merveilleux et j'ai envie de me bosser pour bosser, quoi. » Jamais de ma vie, je pensais que j'allais dire ça un jour. Si demain on était obligé de rentrer, en fait, ça me ferait ni chaud ni froid parce que je m'en fiche, je peux repartir. Et je sais pas, je me dis, moi ça m'arrive d'avoir envie de travailler, mais en fait je m'en fous, même si je restais bosser 6 mois, je peux voyager 50 ans derrière si ça me fait plaisir. Je trouve qu'on sait jamais de quoi notre vie va être faite, et du coup on sait jamais qui on va vraiment être, parce que quand tu changes certains paramètres qui sont prépondérants dans une vie quand même, genre le travail, mais ça peut être aussi changer de partenaire, ça peut être plein de choses, tu vois. Quand tu changes des choses importantes dans ta vie, je trouve que toi tu changes aussi. Ne te prends pas pour acquise, quoi. Tu peux encore te surprendre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, un bon week-end et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.